Bonsoir à tous. Alors moi, je vais vous présenter un sujet beaucoup moins technique. Normalement, vous allez comprendre tous les mots que je vais employer ce soir. Donc, je vais vous présenter comment, en tant que développeur solo à l'ère de l'IA, on produit la vitesse d'une équipe. Donc moi, ce sera des applications mobiles. Vous allez voir que ça va vous expliquer pourquoi en ce moment, c'est un petit peu l'enfer sur l'App Store. Alors, de quoi on va parler? On va parler un tout petit peu d'idéation, de design, de dev, de go-to-market et de distribution, et comment l'IA, elle va nous accompagner dans chacune de ces étapes-là. Et même, a priori, on ne parlera même pas de LLM. Je vais vraiment vous parler d'outils vraiment très mainstream. Mais d'abord, laissez-moi me présenter. Alors, qui je suis? Je suis Adrien Sens, je suis consultant dans un cabinet de conseil qui s'appelle Octo Technologies. On fait des SaaS pour des entreprises publiques, des entreprises privées. Enfin, on fait tout type de développement IT. Et je suis développeur mobile, à la fois de jour pour cette ESN et à la fois de nuit, même si ce n'est pas vraiment la nuit, pour moi, pour sortir mes petites applications perso. Alors à la base, je n'aurais pas du tout dû faire ce métier-là, parce que je suis en études en 2021 spécialisé en génie industriel, donc ça aurait été plutôt pour travailler chez Amazon ou chez Carrefour. Et pendant mes études, j'ai fait un projet de développement d'applications mobiles et je suis tombé complètement amoureux de la technologie et de ce que ça pouvait m'apporter dans la vie. Donc de là, j'ai commencé à développer ma propre application et j'ai passé 3 ans à développer tout seul dans ma chambre mon application avant de la sortir sur le marché pour avoir 0 utilisateur. Un échec total, le plus grand échec de ma vie pour l'instant. Mais si je n'avais pas fait ça, déjà de 1, je ne serais pas développeur mobile aujourd'hui, je n'aurais jamais rejoint Octo et surtout, en 2025, je n'aurais pas sorti 3 autres applications. Alors ce que cet échec-là, il m'a appris, c'est principalement 3 choses. La première, c'est qu'il faut développer son application le plus vite possible pour la confronter au marché. C'est un des facteurs de réussite, le time to market le plus important pour savoir si votre projet il va fonctionner. Le deuxième point le plus important, c'est d'avoir de la monétisation dans votre application dès le début pour pouvoir ensuite continuer à s'investir dessus et pas faire ça pour rien. Et enfin, le développement mobile, c'est super cool, donc j'ai continué. Voilà, donc ça c'est dit. Donc maintenant, comment on fait des applications? Eh bien, en 25 minutes, même pas en 20 minutes, je n'aurai pas le temps de vous dire comment on trouve une bonne idée. Donc, ce que je vais vous dire, c'est style like an artist. Une bonne idée, copier quelque chose qui fonctionne déjà. Si vous voulez faire de l'argent, c'est la meilleure façon que vous aurez d'avoir une idée déjà validée. Maintenant, la première chose à faire quand on veut faire une appli, c'est de faire le design. Le design, ça se compose de 2 choses. La première, c'est le logo. Le logo, c'est la première impression que vous allez donner à vos utilisateurs quand ils vont browser sur l'App Store ou Play Store. C'est la première chose qu'ils vont voir, donc c'est extrêmement important de bien le soigner. Eh bien, en Big 2026, rien de plus simple, il suffit de prendre toutes les icônes d'Apple, de faire un petit croquis sur un bout de papier ou sur votre iPad, de donner tout ça à ChatGPT, attention, la version payante, sinon ça ne marchera pas très bien, et de lui demander de vous pondre un logo dans le style d'iOS 26. Ce que vous avez là, c'est un vrai logo d'une de mes applications, ça a été fait en 5 minutes, et franchement, la qualité est quasiment professionnelle. Je vous laisse juger par vous-même. La deuxième chose, c'est de faire tout simplement les maquettes. Alors, j'ai fait cette présentation il y a 3 mois et les outils ont déjà totalement changé. À l'époque, j'avais présenté du Figma Make. Entre-temps, il y a Google Stitch qui est sorti et Cloud Design. Donc Google Stitch, je ne vais pas vous en parler parce que j'ai essayé et je trouve ça nul. Ça fait beaucoup de slope. Toutes les pages qui vont être générées, elles vont être ultra génériques et pas très belles. Figma Make, c'est un peu un comble parce que l'entreprise s'appelle Figma et elle ne permet même pas d'exporter les maquettes que vous permet de faire l'outil sur Figma. Alors que Cloud Design, c'est même pas Figma et ils permettent de générer des maquettes juste en parlant avec des agents et ensuite de les exporter sur Figma qui est l'outil d'édition de maquettes. Donc je vais vous montrer à peu près quel type de maquette on peut générer, mais avant ça, je vais vous pitcher l'application que je suis en train de développer en ce moment même. Donc pour ça, j'ai besoin d'une petite illustration. L'application, elle va s'appeler Wix Live, quasiment terminée là. Elle est en train d'être approuvée par Apple et Google. Et c'est une application de grille de vie qui vous permet de visualiser à peu près où vous vous trouvez dans votre espérance de vie. Alors, on a tous une relation un peu particulière avec ça. Est-ce qu'on a envie de le voir ou pas? En tout cas, si vous avez une espérance de vie de 90 ans, votre grille fera 90 lignes. Et par an, il y a 52 semaines, donc 52 colonnes. Et donc 90 lignes. Donc moi, j'ai 28 ans. Ma vie est consommée à 31%. Donc je quitte par là. Donc j'ai commencé à travailler. Et là, vous voyez, c'est la vie typique d'un Américain. Donc il passe une bonne partie de sa vie à étudier, à faire sa carrière et à être à la retraite.
le gros avantage de pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que c'est très visuel. Même si on a envie de l'avoir ou pas de l'avoir, ça laisse personne indifférent, en fait. Et ça nous ramène tous à une chose très factuelle, hein, c'est que la grille est terminée un jour ou l'autre. Donc, comment je m'en sers de Cloud Design? Contrairement en designer, ce qu'on peut faire avec Cloud Design, c'est ouvrir 30 onglets d'un coup. Et qu'est-ce que je fais dans ces 30 onglets? En fait, j'ouvre Cloud Design et je lui mets quasiment 30 fois le même prompt à juste un ou deux twists de différence. Et pourquoi je fais ça? Et en fait, ça me permet de laisser l'IA faire tout le taf, de faire l'idéation, de trouver les features, de trouver les choses, les styles. Et en fait, j'ai remarqué, parce que j'ai testé plein d'approches, que cette approche-là, celle où on est le moins directif et où on lui laisse le plus de créativité possible, c'est là où parfois on pouvait tomber sur les meilleurs résultats. Alors là, je vais vous envoyer 10 maquettes, je vais aller super vite, juste pour vous montrer que tout n'est pas bon à prendre. Même là, typiquement, ce que vous avez sous les yeux, c'est horrible. Donc c'est parti, allez. Donc ça, c'était un premier jet. Ça, c'est un deuxième jet qui est vraiment moche. Troisième jet, pareil, je vous laisse juger par vous-même. Hein. Quatrième jet, cinquième jet. Donc là, on voit qu'il essaie de faire des trucs, à chaque fois il y a des twists, mais le concept est le même, il y a toujours un moment, une grille de vie, on demande aux gens quel âge ils veulent vivre. Là, c'est pareil, hein, encore une fois, voilà, on rentre un peu dans des styles un peu minimalistes. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé cette directive-là. Donc, on a plongé dedans. Donc, je lui ai dit, vas-y, en thème clair, en thème sombre. Et au bout d'un moment, quand on commence à trouver les idées qui vont bien et qu'on continue à reprompter quasiment la même chose à l'IA, on finit toujours par tomber sur les mêmes résultats. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'une fois que j'ai fait mes 30 maquettes, je prends les 5 meilleures, à la fois sur le fond et la forme, je demande à l'agent de résumer ce qu'il m'a fait, et je rouvre 5-6 onglets pour le kiff, je renvoie ça une dernière fois, et cette fois, j'ai mes résultats finaux. Et donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est une des dernières maquettes que Claude Code m'avait fait à l'époque, et maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemble l'application. C'est à peu près quasiment la même chose. Vous voyez les textes « Life is long until it doesn't » et la phrase ultra émotionnelle là « You have exactly one life every week, a new chance to feel more, to love more ». Ça, je l'aurais jamais écrit moi-même. Donc, c'est pas mal. Je vous laisse en juger par vous-même. Donc, maintenant qu'on a notre design, comment on va coder? Bon, après ce que vous avez vu avec mes confrères de chez Dashlane, je n'ai pas autant de considération quand il s'agit de coder mes applications. Donc moi, je suis un petit peu gourmand. J'utilise Cursor parce que sur Cursor, il y a un modèle que j'apprécie particulièrement qui est Composer 2.5 que j'utilise depuis qu'il est sorti. Donc peut-être que vous ne connaissez pas parce qu'à mon avis, dans la salle, il y a beaucoup de gens qui sont sur Claude Code. Et Cursor met à disposition un modèle qui s'appelle Composer 2.5 qui, dans leur benchmark, est quasiment aussi bon que Opus pour des tâches de code et qui a l'avantage d'être 20 fois moins cher. Et en fait, quand on code avec un modèle qui est quasiment 20 fois moins cher que le concurrent, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même approche quand il s'agit de coder, quand on ne se pose pas la question de combien ça va nous coûter, en fait. Quand on n'a pas de limite de token, on n'a pas besoin de se poser des considérations sur l'usage qu'on va en avoir, etc. Donc, pour vous dire, je n'ai même pas de fichier de configuration pour mes IA. Je balance tout et je me gave énormément dans mon usage. Donc là, je vous ai mis un slide que j'avais fait en février, quand j'avais fait la première fois la présentation, pour vous montrer à peu près l'usage que j'avais à l'époque de Cursor. Donc on voit que de décembre à février 2026, du coup, j'avais accepté 60 000 suggestions de lignes de code par agent et j'avais fait à peu près 20 000 tabulations, parce que l'avantage aussi de Cursor, c'est que quand on code énormément, on met les mains dans le code vraiment, ça vous fait aussi des bonnes suggestions. Et à l'époque, j'avais accepté 20 000 tabulations. Donc ça, c'est le screenshot de ce matin. Malheureusement, ils ont changé la vue, ça ne ressemble pas du tout à ce que vous avez vu. On voit que j'ai accepté 137 000 lignes de code d'agent, et il n'y a même plus, en fait, les tabulations. Donc, ce qui a changé, ce n'est pas que Cursor a arrêté de mettre les tabulations, c'est que juste j'ai arrêté d'écrire du code, en fait. Depuis à peu près 3 mois, depuis la sortie de Composer, j'ai arrêté d'écrire du code. Et je vais vous expliquer comment. Donc, maintenant, j'écris plus que quasiment 5% du code, même pas. En fait, en général, c'est surtout tout ce qui va être des choses qui vont prendre moins de temps à moi qu'à l'IA. Maintenant, moi, ma valeur ajoutée, en tant qu'ingénieur, elle n'est pas tant dans l'écriture d'un code technique, parce que ça a toujours été une réponse technique à un problème. Moi, mon métier d'ingénieur, c'est de trouver des solutions à des problèmes au niveau d'une architecture, au niveau d'un projet, au niveau d'un problème que me posent mes clients. Et du coup, aujourd'hui, j'écris plus de code, en fait, parce que les IA sont tellement performantes
que je lui donne des instructions d'architecture, de feature, même de design, et c'est l'IA qui va venir développer tout ça, et moi je fais juste de la relecture. Je sais que ça dérange certains de mes collègues qui n'aiment pas du tout cet aspect-là du métier aujourd'hui, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis. Donc qu'est-ce que je fais? C'est un peu une honte d'avoir écrit aucun compromis sur la sécurité chez Dashlane. Donc qu'est-ce que je veux dire là-dedans? C'est un peu fourre-tout, hein, mais vous avez peut-être vu en 2026, il y a des applications qui se sont fait hacker parce qu'elles ont été complètement vibe-codées. Il y a des gens qui ont mis en ligne des bases de données Firestore et qui n'ont pas mis de règles de sécurité, et il y a des gens qui sont allés directement les attaquer. Moi, je ne fais pas ça, je relis toutes mes lignes de code, j'applique les mêmes pratiques que ce que j'aurais fait si j'avais écrit à la main. Aller plus vite, ça ne veut pas juste dire faire tout n'importe comment. Voilà, donc ça, c'était comment j'utilisais Cursor. Donc, je passe moins de temps à écrire du code, ça me laisse du coup beaucoup plus de temps à faire des choses que je ne faisais pas avant, et c'est là que mon métier évolue énormément. Là, vous voyez, c'est l'application que je vais sortir prochainement. En fait, j'ai appris le motion design, à créer des mascottes, à faire des trucs que je ne faisais pas du tout avant, en fait. Toutes ces illustrations-là, elles sont animées, et j'ai passé du temps là-dessus au lieu de le passer sur du code. Et c'est plutôt cool. Donc maintenant qu'on a notre idée, notre design, et qu'on a notre application qui est développée, comment on fait pour la préparer à attaquer le marché dans tous les pays? On a une chance inouïe quand on fait des applications mobiles. En fait, c'est que le Play Store et l'App Store sont disponibles dans 190 pays. Donc ce qu'on peut faire à partir de là, pour gagner des parts de marché, c'est simple, c'est de juste demander, par exemple, à ChatGPT, de ne pas juste traduire notre application, parce que ça, on peut demander à Claude ou à n'importe qui de le faire et de changer tous les textes de notre application. On peut aussi lui demander d'adapter culturellement une page App Store. Vous savez, quand vous tapez une application sur les stores, vous avez des screenshots et du contexte et plein de choses. On peut lui demander à ChatGPT d'adapter ça à une culture locale. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est une des applications que j'ai sorties l'année dernière. C'est une application de gestionnaire de favoris pour les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, il y a à peu près tout type de contenu qu'on peut sauvegarder dans l'application. Et je lui ai demandé de l'adapter culturellement au pays qui est la Corée, que je ne connais pas du tout. J'ai jamais mis les pieds en Corée, j'ai jamais parlé un seul mot de coréen. Et pourtant, on voit que ChatGPT nous a changé certains éléments. Par exemple, la photo de la personne, il me l'a adaptée dans un style qui, selon lui, est coréen. Ça peut être complètement biaisé, ça peut s'appuyer sur plein de stéréotypes. Je sais que ça peut être très problématique. Vous voyez, par exemple, là, la colle, il l'a transformée en bubble tea, alors que les Coréens boivent de la colle. Et je pense qu'il est biaisé et qu'il a des stéréotypes parce que, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais en tout cas, voilà, il l'a fait. Et on peut faire ça, du coup, dans tous les pays. Et encore une fois, je ne connais pas un mot de ces pays-là. Et il m'a quand même fait ça. Et vous allez voir si ça fonctionne. Stat à l'appui, est-ce que ça marche? Pour cette même application-là, en novembre 2025, j'ai gagné 312 $. Voilà. Donc on fait ce qu'on peut, mais c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'en fait, seulement 2% de mes revenus viennent d'Europe. Moi, je suis français, je suis né en France. Le français, c'est ma langue maternelle. Et pourtant, il y a 2% de mes revenus qui viennent seulement d'Europe. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est culturel. On n'a pas du tout l'habitude de payer des services numériques comme ça peut l'être dans d'autres pays ou d'autres continents comme l'Asie ou les États-Unis. Parce que même moi, je ne paierais pas un dixième du prix auquel je vends mes apps. Hein. Mais voilà. Donc, ça fonctionne un petit peu. Et enfin, la dernière partie, c'est maintenant qu'on a fait notre application, qu'elle est prête à être distribuée, on a fait 5% du taf. 90% du travail, maintenant, 95%, c'est la distribution. Alors, quel est le point commun entre toutes ces vidéos de TikTok? Tout est généré par l'intelligence artificielle. Alors, comment on fait ça et pourquoi on fait ça? Vous allez voir. Donc moi, en fait, ce que je fais, c'est que je fais des vidéos, vous allez voir après, je vous ai mis un extrait d'ailleurs, mais on peut se le mettre maintenant, je pense. Let's go. Voilà, ça c'est une vidéo qui fait la promotion de mes apps. Il n'y a pas de son, c'est juste un mannequin qui montre son visage avec une caption, et ensuite c'est une démo de la vidéo. Voilà, je vous le remets vite fait juste pour le kiff. Hop, regardez, c'est juste une caption d'une personne, et ensuite c'est juste, on colle la démo de la vidéo. Ça marche bien, le hook, il marche bien. Ça a fait ses preuves, il y a plein d'applications qui font ça. Et comment on fait ça donc? On vient générer sur Nano Banana des modèles de personnes qui n'existent pas, vraiment qui n'existent pas. Donc voilà, on lui demande de les représenter sur toutes les cultures. Et ensuite, ces personnes-là, avec une autre IA qui fait des modèles de génération de vidéos, on utilise Kling AI,
on vient faire du motion control, donc c'est-à-dire prendre la vidéo de quelqu'un qui existe vraiment, qui a vraiment fait le travail de montrer sa tête. Et en fait, on vient swapper cette personne-là avec les modèles générés juste avant. Du coup, en faisant ça, on peut mettre une infinité de personnes dans la même vidéo et changer à chaque fois la personne qui présente. Et moi, ce que je faisais, donc, disclaimer, moi j'ai arrêté de faire ça pour des raisons éthiques. Ce que je faisais à l'époque, c'est que je browsais TikTok. Quand je voyais des vidéos qui pouvaient vachement bien mettre en avant mon application, je les enregistrais, ensuite je les envoyais à une IA qui faisait le travail de découper les vidéos à la fin du hook, et ensuite qui venait coller mes propres démos à moi à la suite des vidéos des gens après avoir fait le swap. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des vidéos comme ça, et je pouvais en générer des masses et des masses et des masses. Et ensuite, je venais les publier, et je vais vous montrer après comment je faisais ça. Mais déjà, on va faire quelques petites maths. Alors, même si les vues, elles sont pas ouf, c'est pas très grave. En fait, vu que notre contenu il est quasiment gratuit, on peut en générer en quantité absolument astronomique, on peut complètement spammer TikTok. Et donc là, sur 4 vidéos, donc on a un échantillon à peu près représentatif de 90% des posts. Il y en a 1% qui pète et qui dépasse le 50 000 vues. Ça nous fait 561 000 vues gratuites tous les mois si on a ce même taux-là. Donc comment ça fonctionne? Moi, j'ai 4 iPhones chez moi. Sur chacun de ces 4 iPhones, j'ai 3 comptes TikTok. Je vais vous expliquer tout après. J'ai 3 comptes TikTok et je poste 2 vidéos par jour avec une moyenne de 780 vues. Donc pourquoi des iPhones? Ça, c'est vraiment chez moi. C'est vraiment en train de poster là actuellement. Donc pourquoi des iPhones? Parce qu'en fait, tout ce que je vous présente là, c'est interdit par les CGU de TikTok. Donc ne faites pas ce que je fais. Et TikTok a des politiques anti-bots assez poussées et c'est très très dur pour eux de détecter des bots sur iOS parce que automatiser des applications sur iOS, c'est très compliqué de base. Donc en fait, tous ces iPhones-là, ils sont connectés à des VPN aux États-Unis parce que moi, je veux viser des gens qui sont aux États-Unis, je veux que mon contenu soit mis en avant là-bas. Et sur chacun de ces comptes-là, il y a 3 comptes TikTok qui postent chacun 2 fois par jour. Et du coup, j'ai une IA qui gère tout ça pour moi. Je lui ai fait un petit ERP qui gère les vidéos, qui les génère, qui les planifie. Et ensuite, les iPhones vont liker les vidéos entre eux, ajouter du watch time les uns les autres. Et moi, j'ai que 4 iPhones. Il y a des fermes chinoises qui en ont 100, 200, 300 000. Donc, imaginez ce que ça peut faire à une autre échelle. Mais bon, c'est pas l'échelle qui compte, c'est l'éthique et ce qu'on en fait. Je vous avoue, j'ai arrêté tous les trucs de mannequin. Maintenant, je poste juste des vieux carousels pour faire la promotion de mes applications. Il n'y a plus de personnes en jeu. Mais voyez ça avec vous-même. Donc, quel impact dans le monde réel? Voilà. Donc, ça, c'est le slide que j'avais mis il y a 3 mois, qui montrait un petit peu quel était l'impact sur l'App Store des publications d'applications. Et ce que vous voyez, c'est que depuis la sortie des agents agentiques, le nombre d'applications qui étaient sorties tous les mois sur l'App Store était en forte hausse. Donc ça, c'était à l'époque, on n'avait pas toutes les données. Maintenant, on en sait un petit peu plus. Donc, non seulement les applications, elles sortent encore plus qu'avant, mais ça ne veut pas forcément dire que ça génère plus de revenus. Le marché est resté le même. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus d'apps qui sortent, mais les applications qui génèrent un petit peu d'argent, il y en a de moins en moins. Donc, ça vient confirmer un truc, c'est que même si vous sortez une application, si vous ne la distribuez pas, ça ne marchera pas. Ce n'est pas le produit application qui va fonctionner. Il ne suffit pas de sortir un truc pour que ça marche, en fait. Donc, si on remet tout ça en perspective, là, ce que je vous ai montré, donc tout ce bazar-là, c'est généré par seulement 0,04% de la planète, parce que c'est les gens qui ont déjà utilisé de l'IA pour faire du code. Voilà, on est 0,04%, je pense que c'est quasiment toutes les personnes qui sont là. Ensuite, on a 0,3% des gens qui payent pour un service d'IA, ça peut être ChatGPT, Claude, ce que vous voulez. Et enfin, il y a 16% de la population mondiale qui a déjà utilisé ChatGPT, la version gratuite. Et ce petit monde-là, mine de rien, ça a quand même un gros impact sur les applications mobiles et ce monde-là. Et qu'est-ce qu'on en retient de tout ça? Donc, je vais vous donner mon avis. Moi, il y a 4 ans, 5 ans maintenant, quand j'ai commencé mon métier de développeur mobile, en fait, quand les IA sont sortis, j'ai commencé à avoir très peur parce que je me suis dit mon métier était terminé avant même qu'il ait commencé. Et au final, on est 4 ans après et je suis toujours là à faire des applications mobiles. Et au final, j'ai jamais sorti autant d'applications mobiles, j'ai jamais fait autant de choses, j'ai jamais été aussi transversal sur les activités que je pouvais faire pour développer ces applications-là. Et donc, je me régale. Et dans un monde où aujourd'hui, tout le monde peut faire des applications mobiles,
comment on va faire la différence entre ceux qui gagnent et ceux qui perdent? Ben moi, je pense que c'est les gens qui auront le courage de sortir leurs applications le plus vite possible, de se confronter au marché, d'échouer et d'itérer. Parce que l'IA, elle est entraînée une fois, elle est peut-être réentraînée, il y a d'autres modèles qui sortent, mais elle n'apprend pas trop de ses erreurs, alors que nous, êtres humains, on peut apprendre de nos erreurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci Adrien. Alors, je prends la parole 2 secondes d'abord parce que beaucoup de choses ont été dites, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord. Je connais aussi pas mal la population des développeurs. Est-ce qu'il y en a parmi vous à qui ça a un petit peu hérissé les poils certains points de cette présentation? Ouais, je me doutais un petit peu. Le point que je voudrais mettre en avant sur ce que tu as présenté et qui me semble assez intéressant, c'est que globalement, notre métier se transforme, on le sait tous, ça bouge énormément, et qu'il y a quand même des perspectives d'avenir dans lesquelles notre rôle de juste écrire ou faire écrire de la ligne de code peut être un petit peu dans une impasse. Et pour ça, je trouve que c'est quand même hyper intéressant aussi de tenter des projets et de tenter de se confronter au marché. En fait, c'est quand même quelque chose que nous, on fait très peu dans la tech. On est quand même souvent, généralement, hyper focus sur la technique pour la technique. Mais prendre le courage d'aller faire un tour du côté du produit, d'aller faire un tour du côté du design et d'aller faire un tour du côté du marché et de la vente, c'est quelque chose qui est hyper enrichissant aussi pour voir un petit peu tout ce qui se passe aussi autour de ce qu'on fait nous dans la tech. Et je pense que même si c'est quelque chose que beaucoup de développeurs aiment pas beaucoup, on y aurait tous à y gagner, justement, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, du coup, merci d'avoir présenté ça avec beaucoup de franchise, même si dans le lot, on voit bien qu'il y a quand même des sujets sur des approches qui, des fois, titillent un peu sur la manière de faire. Mais ça mérite, en tout cas, d'être testé. Et merci pour la présentation. Merci pour ta présentation. Tu as parlé pas mal de la partie création de l'application jusqu'à la mise en ligne avec l'IA. Mais est-ce que tu as poussé aussi ce processus sur la partie après la mise en ligne? Parce qu'on pourrait penser par exemple les analytics de ton application, mettre en place des A/B tests, itérer par la suite pour que ton app, au lieu de stagner en revenu, elle augmente. Est-ce que tu as essayé de mettre l'IA sur toute cette partie-là, voir ce que ça donne? Alors, tout ce qui est A/B testing, je le fais manuellement. Parce que je pense que je suis aujourd'hui le seul juge qui peut faire des trucs ultra créatifs. En général, ce qui a le plus d'impact sur des applications mobiles comme ça en A/B testing, ça va être changer l'icône, changer les quelques screens là que je vous ai montré pour la fiche des stores, et éventuellement le flow d'onboarding, donc c'est à peu près je sais pas, les 10-20 premiers écrans de l'application avant d'arriver au paywall. C'est ça qui a le plus d'impact. Donc en général, c'est des trucs que je fais manuellement. Aujourd'hui, ce que je songe à automatiser le plus, que je n'ai pas encore fait, c'est le SAV. Je reçois tout le temps des mails, tout le temps les mêmes questions de gens qui ont les mêmes problématiques, un remboursement, quelqu'un qui ne sait pas comment lier son compte avec un autre compte, etc. Et ça, en fait, j'ai aucune valeur ajoutée à faire ça, donc je pense que ça, c'est le prochain truc que je vais automatiser. Ouais. Merci. Vous avez une question? Yes. Alors moi j'ai une question. A priori, on a sorti beaucoup d'applications. Si on peut avoir une idée de combien on a sorti et surtout combien d'évolutions elles ont suivi. C'est-à-dire après, une fois que tu l'as sorti, V1, tu as fait combien de mises à jour? Oh non, il y a trop de slides là. Hein. Hop là, j'en ai pas sorti tant que ça, donc je vous ai dit, il y a la première que j'ai sortie que j'ai shutdown, elle n'existe plus. La deuxième, c'était une application de gestionnaire de favoris. Celle-là, j'ai énormément itéré dessus parce que c'est celle qui a eu le plus de succès dès le début, en fait. Ça s'est su tout de suite. Il y a eu de l'attraction, aujourd'hui il y a de l'attraction, il y a de l'attraction si je fais rien, si je fais quelque chose, il y a de l'attraction tout le temps. Ça a beaucoup marché. La deuxième, c'est une application de widget d'écran d'accueil sur iOS et Android. Ça, il y a énormément de traction également dessus. J'ai pas beaucoup itéré dessus, un peu par flemme. Et la troisième, c'est Photo to PDF. C'est une application de convertisseur en PDF. Vous seriez surpris en 2026 de savoir combien de gens sont prêts à payer pour ce type de service-là, alors que tous les téléphones le font. Et celle-là, pareil, j'ai très peu itéré dessus parce qu'elle est sortie, elle fonctionne et ça marche très bien. Donc, j'ai changé aussi un peu mon approche. Hein. Aujourd'hui, ça, c'est des applications qui sont en prod. À part la première, les autres, j'y touche très peu.
je pense que là, aujourd'hui, vu le contexte des applications mobiles, ce qui est le plus important, c'est moins de sortir en quantité, mais surtout mettre l'effort sur la qualité. C'est pour ça que j'ai taffé sur des mascottes, apprendre des choses qui sortent de juste le produit froid et bête que peut être une application, juste un logiciel, quoi. Ce que les gens veulent, ce qui est vendable, c'est des émotions, emporter les gens, leur raconter une histoire, pas juste pour la vendre, en fait, juste pour faire kiffer les gens. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Par exemple, cette dernière application là que je suis en train de sortir, bah, elle m'a pris en fait plusieurs mois à faire. Pas parce qu'il y avait beaucoup de code, pas parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais parce qu'il y avait beaucoup de storytelling à créer, beaucoup d'histoires à écrire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à côté. Voilà. Donc JTR, en fait, si je vois qu'il y a de la traction, JTR. Si je vois qu'il n'y a pas de traction, je la jette ou j'y touche pas, quoi. Voilà. Tu veux compléter peut-être? Ça marche. Est-ce qu'on a d'autres questions tant que je réponds? Non, c'est bon, je vais faire le tour. Moi, j'ai une question sur le. Je demande pour un copain. La ferme d'iPhone. Comment tu automatises ça? Parce que c'est quand même assez contraint, l'environnement. Bah, c'est un vrai truc, hein. Là, c'est assez brosson, il faut aller chercher assez loin dans des discords un peu sombres. La ferme d'iPhone, il faut utiliser ce qu'on appelle des contrôleurs OTG. Donc, en fait, c'est des cartes. Attendez, là, je vais aller à l'autre bout des slides. Je vais revenir chercher ma petite photo. Ouais, c'est ça, c'est la petite carte. Ouais. Voilà, c'est la carte qui est là, donc c'est marqué en chinois, hein, c'est des trucs qu'on trouve que sur AliExpress. Et c'est un contrôleur OTG, en fait, ça vient simuler un clavier et une souris qui viennent se connecter à l'iPhone. L'iPhone, lui, tu le connectes sur un logiciel chinois sur ton ordi Windows en AirPlay, donc tu partages l'écran, donc c'est comme ça que tu as accès à toute l'interface. Et ensuite, tu viens la piloter avec des fonctionnalités d'accessibilité, donc clavier, souris, etc. Et en fait, après, tu viens faire de la reconnaissance d'image. Donc moi, je n'ai pas poussé le truc très loin. Je sais qu'il y a des gens dans leur ferme d'iPhone qui viennent faire ce qu'on appelle la phase de warm-up. Donc la phase de warm-up sur TikTok, bah, c'est une phase de 5 jours. Quand vous créez un nouveau compte TikTok, il faut consommer du contenu avant de poster, parce que sinon, vous allez vous faire shadowban sur TikTok. En fait, il y a des gens qui ont branché des LLM de vision qui viennent justement regarder et liker le contenu qui va être dans leur niche. Donc je ne sais pas, si par exemple vous faites une appli de fitness, vous allez regarder si la vidéo fait du contenu fitness. Et en likant des trucs comme ça, vos vidéos derrière vont être beaucoup plus poussées sur du contenu de ce type-là. Et j'ai vu qu'il y avait une autre astuce là, très récemment, pour automatiser les fermes iPhone sans utiliser tout ce merdier-là. C'est en utilisant des options de développeurs. Donc il y a des... Donc j'ai pas encore fouillé, je vais peut-être regarder, mais bon, maintenant que j'ai mes cartes, a priori, il serait possible de contrôler les iPhones avec des bibliothèques de tests qui permettent de faire des clics en mode développeur sur les iPhones, mais je ne suis pas 100% sûr de ce que j'avance. J'ai déjà fait avec Maestro. Avec Maestro. Ok. Franck. On peut pas quitter. C'est pas l'idée qui me vient comme ça. Bon, voilà. Ok. Très bien, ça marche. Merci Adrien. Merci à vous.